Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Création de thread. Alors pour comprendre maintenant ce que c'est qu'un thread, il faut comprendre un petit peu les systèmes d'exploitation qu'on appelle systèmes d'exploitation multitâches. Ce sont les systèmes d'exploitation qui nous permettent de lancer plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire peut-être lancer l'impression, en même temps vous faites la lecture, vous faites la saisie et ainsi de suite. Alors il existait dans le temps des systèmes d'exploitation qui ne nous donnaient pas la possibilité de travailler en multitâche. Maintenant, actuellement, tous les systèmes d'exploitation sont multitâches. Alors, si ces systèmes d'exploitation sont multitâches, ça veut dire qu'ils se basent soit sur des processus, soit sur des threads. Alors maintenant, tout à fait au milieu de cette leçon-là, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre un processus et un thread. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on arrive à rendre
Avant de commencer ce premier point, il vaut mieux que je vous explique un petit peu la différence entre un processus et un thread. Alors, comme vous devez le savoir, une machine a certaines performances. Alors, lorsque je parle de performance, elle a un microprocesseur, elle a de la mémoire RAM, elle a un disque dur, elle a du réseau, et ainsi de suite. Alors, un bon programmeur, c'est un programmeur qui sait comment, bien sûr, gérer ces performances-là. Alors maintenant, si on prend quelqu'un qui utilise un ordinateur pour des fins, si vous voulez, habituelles, par exemple, un travail de bureautique, travailler sur Internet, vous n'exploitez même pas à 10 ou 15% les valeurs, si vous voulez, de votre microprocesseur. Alors maintenant, pour pouvoir les exploiter, vous avez la possibilité de pouvoir partager les ressources. Vous avez des ressources, alors on va les partager pour le multitâche. Alors maintenant, effectivement, c'est là où est venue l'idée pour pouvoir travailler plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire le multitâche. Alors le multitâche, bien sûr, le microprocesseur donne une partie à une certaine tâche, une partie à une deuxième tâche, une autre partie à une troisième tâche, et ainsi de suite. Alors maintenant, la différence qu'il y a entre un processus et les threads, c'est qu'un processus possède une copie unique de ses propres variables. Alors qu'un thread, il partage toutes ces données-là. Donc voilà la différence qu'il y a. La communication entre processus reste une communication qui est très lente. Alors que la communication entre threads reste donc une communication très rapide. Quoique, il y a un certain ralentissement parce qu'il y a une création d'un thread, il y a l'utilisation d'un thread et l'exécution, et il y a la mort d'un thread, c'est-à-dire la fin du thread. Mais malgré tout ça, le processus threading reste un processus qui est très simple à utiliser et bien sûr très efficace quant à l'exploitation du multitâche. Alors on va entamer le premier point, la création de thread. Alors pour créer un thread, il faut préparer les structures de support nécessaires à son exécution. Indiquer quel code il doit exécuter, parce que chaque thread, au niveau de chaque thread, on doit attribuer un code bien précis, parce que un thread, il va exécuter un code. Et comme vous le savez, donc lorsqu'on travaille en multitâche, chaque thread doit exécuter son code correspondant. Alors la classe java.lang.thread s'occupe du premier aspect. Le programmeur doit s'occuper du second aspect. Alors toujours les threads. Vous avez ici la création de thread et vous avez bien sûr l'exécutable, l'exécution de ce thread-là. Alors tout à fait au début, donc on crée le thread en l'exécutant et vous avez bien sûr le fichier exécutable, runnable ou le run, bien sûr la méthode run. Alors, on précise le code à exécuter en créant une sous-classe de thread qui redéfinit la méthode run. Parce que maintenant, vous avez une classe thread et vous avez la possibilité de créer des sous-classes thread aussi au niveau de votre même programme. Et c'est bien ces sous-classes thread qui vont bien sûr définir la méthode run avec laquelle vous allez travailler. En passant au constructeur de la classe thread, un objet qui réalise l'interface runnable. Alors, les threads simples. Parfois, il faut exécuter une tâche donnée à intervalles réguliers ou à un moment préétabli. Effectivement, si par exemple vous voulez exécuter une tâche bien précise et à intervalles réguliers, c'est-à-dire chaque 10 secondes, effectuer la tâche. Alors, chaque 10 secondes effectuer la tâche, vous ne pouvez pas être sûr qu'au niveau des
machine. Alors, ils redeviennent exécutables si le temps passe, c'est-à-dire que si le temps a été, si par exemple vous êtes dans une période de sleep de 30 secondes par exemple, et les 30 secondes se sont écoulées, ben, automatiquement il se met en position exécutable. Un autre thread appelle objet notify. Alors comme je vous ai expliqué, et vous allez le voir au niveau de la leçon prochaine. C'est-à-dire que vous êtes un thread qui détenait la possession d'un objet bien précis. Vous envoyez la méthode wait pour un autre thread qui attend. Alors, tant qu'il détient la méthode wait, automatiquement, il sera considéré non exécutable. Alors maintenant, s'il est en état non exécutable, il sera encore une fois réexécutable lorsque le premier, si vous voulez, programme qui détenait la possession de l'objet a terminé son travail et bien sûr a restitué la clé, bah, automatiquement, cette méthode envoie une méthode qu'on appelle notify pour notifier l'objet en instance, comme quoi il a la possibilité de pouvoir prendre la clé et de travailler avec l'objet. Ben à ce moment-là, il passe de la position wait à la position notify qui lui permet d'être exécutable. Alors l'opération d'input-output finit. Alors là aussi, dans le cas où c'est bloqué au niveau de input-output, lorsque l'opération finit, bah, automatiquement, le thread devient exécutable. Un autre thread exécute t.interrupts. Alors maintenant, vous pouvez avoir un thread qui est en instance, qui est en position wait, qui est en position sleep, ou qui est en position, bien sûr, bloquante, parce qu'il y a une opération d'entrée-sortie. Alors maintenant, il peut être débloqué
doivent éviter. Alors, si le thread contient un cycle, il faut employer une variable partagée. À chaque répétition du cycle, la variable est testée pour décider s'il faut continuer ou non, effectivement. Alors maintenant, au niveau du cycle de vie, si on utilise une variable, à l'aide de cette variable, on va savoir est-ce que on doit continuer, bien sûr, est-ce que le thread va continuer à vivre ou pas. Alors on va voir un programme. Vous avez bien sûr le thread runner, public void go. On invoque une instance de la méthode ou de la classe runner qui est déjà existante. Runner.start, c'est pour bien sûr faire démarrer le thread. Public void halt, runner est égal à nul. Public void run, thread me, and me est égal à thread.getCurrentThread. While runner est différent de me. Exécuter le cycle. Ça, c'est égal. Alors maintenant, vous avez un cycle ici qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir lancer un thread. Alors, on va voir maintenant un schéma dans le temps. Vous avez bien sûr un diagramme dans le temps. Vous avez runner est égal new thread, runner.start, ce qu'on a vu au début du programme de la slide d'avant. Alors, go. Et bien sûr, ce runner, il va bien sûr exécuter le me est égal à current thread et va faire un test. Est-ce que le runner est égal à me? Si oui, ben à ce moment-là, on va passer bien sûr à la suite. Sinon, donc on doit reboucler ici. Et c'est ça le problème. C'est lorsque, par exemple, vous avez besoin d'informations d'un deuxième thread, des informations qui doivent être cherchées en utilisant une boucle. Alors là, vous vous positionnez en position d'attente et vous risquez bien sûr de provoquer Maintenant, si au niveau, vous avez évoqué la méthode sleep. Alors maintenant, si le temps que vous avez programmé pour la méthode sleep n'a pas été écoulé, et si bien sûr il y a un autre thread qui fait réveiller votre thread, alors automatiquement vous allez invoquer une exception pour informer l'utilisateur que la méthode sleep n'a pas été terminée jusqu'au bout. Alors, attendre la mort d'un thread, étant donné deux threads, T1 et T2. T1 peut attendre la terminaison de T2 en invoquant T2.join. Et l'attente de T1 peut être interrompue en appelant T1.interrupt. Alors, la gestion des threads à l'intérieur d'une Java Virtual Machine.
La méthode thread.getCurrentThread restitue une référence au thread qui a exécuté l'appel. Donc vous allez avoir des exemples maintenant du threading et bien sûr des méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir bien sûr exploiter le multithreading. On peut avoir une estimation du nombre de threads en exécution avec thread.ActiveCount. Pour obtenir une référence à tous les threads concernant le programme, on emploie la méthode thread.enumerate avec les threads entre crochets la matrice TS2. Donc c'est la méthode qui va vous permettre bien sûr de connaître un petit peu les références de tous les programmes que vous employez, ainsi que toutes les méthodes. Cette méthode restitue le nombre d'éléments effectivement mémorisés. Parce qu'en principe, si vous avez plusieurs threads qui sont en train de fonctionner, automatiquement cette méthode va vous renseigner sur le nombre de méthodes qui ont été utilisées.